Alors, merci beaucoup pour cette invitation. Alors, d'abord, je vous prie de m'excuser par avance. La présentation, je l'ai faite un peu rapidement. J'ai pas eu autant de temps que j'avais prévu d'en avoir. Donc, sur le plan visuel, ce sera peut-être pas extraordinaire, mais l'important, c'est ce que je pense vous dire. Alors, d'abord, Espul, vous le connaissez peut-être comme espace info-énergie du département du Rhône hors agglomération. Il y a l'ALE, donc, qui est sur le Grand Lyon. Nous, on est sur la partie rurale du Rhône. Mais en fait, avant d'être espace info-énergie, on a un autre métier qui est plus ancien, qui est précisément le photovoltaïque, et c'est de ça que je vais vous parler, donc ça tombe bien. Alors, une petite histoire très rapide, ça a commencé en 1992, puisqu'on a réalisé la première connexion au réseau de photovoltaïque, pas très loin d'ici, dans le département de l'Ain. Donc il y a 22 ans de retour d'expérience maintenant. On a très rapidement, après dans le cadre du programme européen, on avait installé à peu près 350 toits photovoltaïques sur des maisons entre 92 et 2000. Le moment où s'est mise en place l'obligation d'achat en France, c'est le tarif qui est intervenu en 2002. Et à cette époque-là, on a commencé déjà à travailler avec l'industrie du bâtiment. Notamment, on a développé avec Imerys la fameuse tuile qui, à l'époque, avait reçu la pyramide d'or de Batimat comme étant un objet d'intégration au bâti qui était très nouveau à l'époque et sur lequel on a beaucoup travaillé, bien qu'on pense que c'est pas non plus, ça va pas être exclusif d'autres types d'installations. J'y reviendrai dans ma présentation. On a aussi travaillé sur l'intégration, alors là au niveau international avec l'AIE, dans le cadre de l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, sur les quartiers à très forte pénétration de photovoltaïque, donc sur la partie électrique et bâtiment en même temps. Ça fait l'objet de publications. En 2009, on a créé le site photovoltaïque.info, dont je pense qu'un certain nombre d'entre vous le connaissent un petit peu, soit en titre de professionnel, soit d'utilisateur. En tout cas, qui est un site de référence d'information indépendante et objective sur le photovoltaïque, qui est en grande partie financé par l'ADEME et qui nous occupe pas mal aujourd'hui. En 2011, on a développé un système alors plus technique et sous une forme commerciale, c'est-à-dire qu'on commercialise via une filiale de suivi de fonctionnement des systèmes photovoltaïques plutôt de taille moyenne, typiquement sur des parcs hétérogènes de quelques dizaines à quelques centaines de kilowatts, qui s'appelle EPIS, donc qui fonctionne très bien aujourd'hui. Et puis très récemment, alors on a participé à la traduction de ce très gros ouvrage qui est un peu la Bible du photovoltaïque, parce que c'est tout le savoir-faire des Allemands en fait qui est dedans. Alors il est en français justement. Ce qu'appelle le DGS, donc qui est un syndicat professionnel qui doit correspondre plus ou moins entre la CAPEB et la FEV, je sais pas, mais enfin, c'est un syndicat du bâtiment, des installateurs, et donc qui est sous forme de fiches, et c'est le recueil le gros volume d'expérience allemand, et qui est une référence, donc qui est traduit, qui est pas encore en vente, mais si ça vous intéresse, vous pourrez le feuilleter éventuellement. Si ça vous intéresse, faites-nous le savoir, on va essayer de négocier des ventes groupées. Pour tout ce qui est les professionnels, je pense qu'il c'est vraiment une bible. Moi, j'ai participé à une partie de la traduction, j'ai continué à apprendre des choses. Alors, je croyais en savoir beaucoup, mais sur des petits détails de l'art, on va dire, de l'installateur, c'est vraiment intéressant. Donc voilà d'où je vous parle en tant qu'Espul. Et sans ça, on a une équipe de 25 salariés qui est basée dans les locaux à la gare des Brotteaux. Alors, d'abord, nous, on considère effectivement que le photovoltaïque a beaucoup d'avenir. Pourquoi? Alors, ça, c'est un résumé, je vais le détailler. Il y a un gisement qui est quasiment infini en quantité et en durée. Ça s'appelle le Soleil, qui, pour la petite histoire, est un réacteur de fusion thermonucléaire. Mais celui-là, il fonctionne depuis 4 milliards d'années. Il en a encore 7 devant lui. Il y a une répartition géographique du gisement qui est quand même assez intéressante. Le Soleil brille partout, même si c'est pas autant, évidemment, au nord qu'au sud. Il y a un potentiel qui est très important en termes d'installation, notamment sur les toitures des bâtiments, qui est une des applications, mais aussi sur tout un tas de surfaces artificialisées. Il ne s'agit pas d'aller chercher la surface agricole ou naturelle, et on se rend compte qu'on a vraiment beaucoup de place pour en installer. C'est un fonctionnement évidemment sans aucune nuisance de proximité, une fiabilité à toute épreuve. En tout cas, on détaillera ça. On a aussi un atout, et notamment en France, c'est qu'on a un réseau électrique qui est extrêmement dense et robuste, qui peut accueillir le photovoltaïque, et c'est un des gros sujets aujourd'hui, c'est qu'il faudrait peut-être qu'il soit un peu plus coopératif, ce réseau. C'est un objet technique qui a comme vocation première, évidemment, la production d'électricité, mais qui, par ailleurs, peut être utilisé dans le cadre de multifonctionnalités, ce qui permet de réduire les coûts ou de les étaler dans le temps ou dans l'espace.
C'est une technologie qui est, tout en étant ancienne, puisque l'effet photovoltaïque a été découvert en 1834 et qu'il a commencé à faire l'objet d'applications industrielles après la Seconde Guerre mondiale. Le premier panneau photovoltaïque, en fait, date de 1954. C'est les Américains qui l'ont inventé, on va dire. Mais il fonctionne toujours, ce panneau. Il a maintenant 60 ans de fonctionnement. Évidemment avec des rendements très faibles et il est très rustique, mais il fonctionne toujours. Et les coûts depuis n'ont cessé de baisser. On verra jusqu'à quel point aujourd'hui et vers où on va. Et puis c'est une technologie et ses applications qui ont des contenus en emploi qui sont importants et en chiffre d'affaires pour les entreprises. Donc un secteur d'activité qui, dans les pays où il est développé, est tout à fait intéressant de ce point de vue-là. Donc voilà toutes les bonnes raisons pour lesquelles on pense, nous, que le photovoltaïque a de l'avenir, même si, et ça je le reconnais en ce moment, c'est plutôt difficile dans la profession, ça l'a été dans les dernières années. Je ne viens pas ici vous annoncer des grandes nouvelles et vous dire qu'on va trouver des solutions pour que les chiffres d'affaires des entreprises du secteur repartent à la hausse rapidement. C'est pas encore gagné, mais les constantes sur le temps moyen-long, c'est une technologie de toute façon qui s'imposera. Et un peu le propos, c'est de dire autant prendre les devants et y aller franchement que d'attendre que ça se fasse par l'extérieur, comme on dirait un peu que la France a choisi de le faire, mais c'est pas une décision explicite. Pardon. Alors. Oh. Voilà. Non. Voilà. Alors le gisement quasiment infini, vous avez ici une représentation, donc les petits carrés tout en bas là, c'est la consommation totale de toute l'humanité représentée, de toutes les énergies, pas seulement l'électricité, y compris pour faire rouler les voitures, chauffer les maisons et alimenter l'industrie. Ici, ce sont les gisements de ce que nous utilisons majoritairement aujourd'hui, donc le charbon qui est de quelques siècles, on va dire. Le pétrole et le gaz, ça se compte en décennies, les ressources prouvées. Alors effectivement, et les gaz de schiste ne changent rien à ça, c'est très marginal, même s'il y a un effet loupe aujourd'hui avec ce qui se passe aux États-Unis, mais en termes de ressources physiques, ça ne change pas grand-chose. On a l'uranium ici qui est très présent en France, évidemment, sur l'électricité, qui n'est pas beaucoup plus important, qui est même de quelques dizaines d'années aussi. Et puis ici, le grand carré jaune, c'est l'apport solaire sur la Terre, c'est 10 000 fois la consommation, donc il y a un rapport 10 000 entre ce petit cube et le grand cube. Et donc, encore une fois, c'est pour les 7 milliards d'années qui viennent. Donc l'humanité, jusqu'à la révolution industrielle, n'a utilisé que l'énergie solaire ou ses dérivés, le vent, les rivières, la biomasse, sont des énergies solaires pour s'approvisionner. Et dans la durée des temps, quand ces gisements-là seront soit épuisés, soit devenus trop chers à exploiter, soit qu'on aura choisi d'éviter des accidents industriels, eh bien on aura à nouveau, pour la durée de la présence de l'humanité sur Terre, que les énergies renouvelables pour nous approvisionner. La différence entre l'avant et le maintenant, c'est les technologies, justement, qui permettent d'exploiter ce gisement. Le photovoltaïque en fait partie, il y en a d'autres, mais aujourd'hui, on sait faire, il n'y a pas de problème avec ça. La répartition du gisement, on a en France la chance d'avoir un pays qui est assez haut et bien placé, on va dire au milieu à peu près de la map monde, en hémisphère nord, en termes nord-sud, avec on a de 850 kWh par kilowatt installés par an dans le nord, jusqu'à 1300 dans le sud. Alors ça fait quand même une petite différence, mais il faut savoir que les 850 correspondent au gisement à peu près du sud de l'Allemagne. La Bavière, c'est à peu près 900 kWh par kilowatt crête, et la différence d'installation de photovoltaïque entre la France et l'Allemagne, c'est quasiment un facteur 10. Donc c'est pas l'ensoleillement qui est un facteur limitant, c'est pas les radiations, on va dire, des lieux, c'est beaucoup d'autres éléments, mais la France en tout cas est très très bien dotée en gisement solaire. Là on parle de solaire direct. Alors le solaire direct encore lui a une place tout à fait importante dans la gamme des énergies renouvelables. C'est pas le seul. Il s'agit pas de parler d'un monopole. Il peut pas tout faire. Au contraire, l'avenir est probablement un mix énergétique avec le solaire, photovoltaïque ou thermique du reste, la biomasse, l'éolien, l'hydraulique, etc. Mais on voit bien que le potentiel solaire est très très extravagant par rapport aux autres, parce que c'est cette centrale nucléaire qui nous l'envoie directement. Un autre élément du gisement solaire, on va dire, c'est la possibilité de l'installer sur les toits des bâtiments, ou en tout cas dans les villes, parce que c'est quand même dans les villes qu'on consomme le plus. 80% de la population en France vit en ville.
Et donc, il y a une étude qui remonte déjà à 2003, hein, c'est pas nouveau, mais l'AIE s'était penché sur la question. Et sur la base d'une méthodologie qui consistait à ne pas envahir tous les toits, mais à réserver une part raisonnable, à laisser d'autres usages des toitures, y compris la végétalisation, y compris les questions d'esthétique, les bâtiments, on va dire, historiques, etc. En tout cas, déjà à l'époque, l'AIE estimait qu'on pouvait, sans problème aucun, fournir jusqu'à 40% de la consommation électrique d'un pays comme la France, en utilisant très modérément les toitures des bâtiments existants. Donc c'est un gisement, et on verra tout à l'heure que c'est probablement sur celui-là qu'il faudrait arriver à débloquer. Enfin, c'est celui qui nous est un petit peu fermé aujourd'hui par des règles diverses et variées. Ouais. On a aussi, parce qu'il y a les bâtiments, mais il n'y a pas que les bâtiments, on a un potentiel au sol qui est tout à fait important. Alors il ne s'agit pas, comme je l'ai dit, d'aller chercher d'aller artificialiser des surfaces agricoles ou naturelles, mais il faut savoir qu'à la consommation électrique actuelle, si on voulait tout faire en photovoltaïque, ce qui évidemment est complètement absurde, hein, il ne s'agit pas de dire qu'on va le faire, mais si on voulait le faire, un carré de 65 km de côté suffirait à approvisionner la totalité de la consommation française, ce qui est quand même relativement faible, surtout quand on le compare à d'autres usages. Par exemple, ici, vous avez la surface de parking et de route. Ça, c'était le photovoltaïque à 100% de la consommation. Vous voyez, donc ça, c'est ce que les routes et les parkings aujourd'hui occupent. Ça, c'est ce qu'il faudrait avoir comme surface de culture de biocarburants si on voulait avoir 10% de notre consommation de pétrole fait par les biocarburants, ce qui n'est pas non plus très souhaitable, surtout les biocarburants de première génération. Ici, on a la surface qui est artificialisée entre 2000 et 2020. C'est 1 million de mètres carrés en gros. Vous voyez, en proportion, donc on a des possibilités d'utiliser notamment des surfaces artificielles. Je pense notamment, une application moi, qui me tient beaucoup à cœur, c'est les parkings. La couverture des parkings de voitures est une application qui devrait être quasiment obligatoire. D'ailleurs, on a un très bel exemple pas loin d'ici, à Quincieux, le long de la voie ferrée, d'un parking de stockage des voitures neuves de Renault qui fait près de 10 mégawatts et sans aucune gêne. Et au contraire, c'est techniquement intéressant, mais aussi pour la protection des voitures. Donc on a sur le bâtiment, évidemment, qui doit être la priorité parce que c'est là qu'on consomme, mais on a aussi dans les villes ou autour des villes des tas de surfaces qui sont de toute façon perdues pour la nature en tant que biologie, on va dire, et qui pourraient très bien être utilisées pour le photovoltaïque. Donc de ce côté-là aussi, un gisement tout à fait important. La fiabilité, bah oui, le photovoltaïque c'est très fiable. La preuve, c'est que tous nos systèmes de communication civils ou militaires sont basés sur les satellites. Et on a tout essayé à part ça, y compris des piles nucléaires, des piles à combustible et tout ce qu'on veut. Et puis, ben non, aujourd'hui, sans y penser jamais, mais voilà, c'est une application qu'on oublie très souvent, qui est tout à fait fiable. Et il n'y a pas d'autre solution aussi fiable aujourd'hui pour assurer tout ça. Ça, c'est d'ailleurs l'armée américaine maintenant développe des centrales photovoltaïques pour ses bases militaires aux États-Unis pour des raisons de sécurité. C'est aussi pour en cas de guerre ou je sais pas quoi, qu'ils puissent s'alimenter, s'approvisionner de manière totalement autonome. Le photovoltaïque a aussi ces vertus-là. De même, il assure l'alimentation des sites isolés pour tout ce qui est relais de télécommunications un peu partout dans le monde, y compris sur terre, en montagne et des fois même en mer, avec un peu d'éolien. Mais en tout cas, une fiabilité qui est réelle, puisque le photovoltaïque, en fait, est une infrastructure aussi quotidienne pour nous. Il y a la multifonctionnalité, donc j'ai parlé de la couverture des parkings, ben voilà des exemples qu'on a. Il y a les murs anti-bruit aussi, qui peuvent être une application tout à fait intéressante, qui gênent personne, qui sont où il y a une double utilité, vu le coût de construction d'un mur anti-bruit, le surcoût qu'on a en le faisant photovoltaïque par rapport à une solution classique qui ne produit rien est finalement marginal. De même, on peut couvrir des espaces semi-publics avec des photopiles d'une manière esthétiquement intéressante. Et puis, encore une fois, on a une double fonctionnalité qui, d'une certaine manière, réduit les coûts. On a bien entendu l'intégration bâtie qui est quelque chose de tout à fait intéressant. On a pas mal d'exemples ici. À Paris, ça c'est en Allemagne, ça c'est à Freiburg, bien connu, ça je pense que c'est aux Pays-Bas. C'est des choses que nous on a travaillé évidemment, comme je vous disais tout à l'heure avec Imerys. Ceci dit, ça doit pas être, on considère nous que ça ne devrait pas être une règle absolue.
Et le système français de tarifs d'achat qui, de fait, impose l'intégration, alors simplifiée ou complète, au bâti, a quand même une conséquence qui est pas terrible, c'est que ça renchérit énormément les coûts. Hein, le tarif d'achat, du coup, est très élevé et on ne paye pas que l'électricité. Le tarif d'achat est un mécanisme que nous, on a défendu, dont on a promu la mise en place dans la loi de 2000 et la définition après, qui sert à donner un signal à l'industrie pour se développer, mais c'est bien un outil pour la production d'électricité. Or, aujourd'hui, on fait payer aussi des enjeux esthétiques, des enjeux d'étanchéité, alors qui sont tout à fait légitimes. Hein, c'est pas la question de dire la preuve. Nous, on a fait la tuile Méris est un bon exemple. On l'assume complètement. Ceci dit, on pense que c'est pas tout à fait normal que ce soit les consommateurs d'électricité, donc vous-même, hein, qui de l'autre côté payez pour développer des solutions qui sont pas de la production d'électricité, hein, qui sont de la couverture. Bon, c'est très bien, il faut couvrir les bâtiments, mais c'est pas aux consommateurs d'électricité de le payer. Donc l'intégration, oui, jusqu'à un certain point, et en tout cas pas d'une manière systématique et obligatoire. C'est déjà aussi une manière de baisser les coûts du photovoltaïque. Ce serait en tout cas. D'ailleurs, il n'y a qu'en France que ça existe. Alors, ça, le réseau maintenant que j'ai cité, il est dense, il est robuste, il est très costaud. En France, on a un réseau qui est tout à fait avec des qualités tout à fait remarquables. Et c'est un des nœuds du problème aujourd'hui, et qui est pas la source de tous les problèmes, mais qui quand même conduit à des démarches qui nous semblent être des dérives aujourd'hui, j'y viendrai tout à l'heure, c'est ce qui se passe sur le réseau électrique. Il se passe pas rien, hein. C'est-à-dire que le photovoltaïque a un impact sur le réseau, c'est évident. En tout cas, il va venir apporter du courant sur ce réseau. Et donc, alors voilà, c'est ça il manquait bien quelque chose. Il y a deux types d'impacts. Il y a des impacts sur la conception et le dimensionnement des réseaux. C'est-à-dire que quand on a un quartier dont on sait, notamment un quartier neuf, hein, si on sait qu'il va y avoir beaucoup de photovoltaïque dessus, la conception, le dimensionnement, les puissances des transformateurs et les câbles, etc., se calculent pas de la même manière que si c'est un quartier classique où il n'y a que de la consommation. Et c'est plutôt, a priori, ça devrait plutôt être une économie en termes d'infrastructure. Donc ça, c'est en amont, quand on conçoit le réseau. Alors, et quand il existe, il y a un autre impact, c'est un impact sur la conduite du réseau. Alors là, je ne voudrais pas rentrer dans les aspects trop techniques, mais en tout cas, le réseau tel qu'il est conçu en France, ou tel qu'il a été conçu partout dans le monde d'ailleurs, avant qu'il y ait des productions très décentralisées comme le photovoltaïque, on réservait ce qu'on appelle dans le plan de tension, c'est-à-dire que le gestionnaire de réseau ERDF doit garantir qu'on ne va pas dépasser une certaine tension, 240 volts, plus ou moins 5%, à la hausse ou à la baisse. Et donc, comme on est sur un réseau qui historiquement ne fait que consommer, les tensions entre la centrale qui produit et le consommateur final ne font que baisser, à cause des pertes en ligne notamment. Et donc, on a un système qui fait qu'on part plus haut que 240 volts pour être sûr d'arriver à 240 au bout. D'accord? Si je me fais bien comprendre. Quand on met du photovoltaïque, on vient à l'autre bout, donc on va relever cette tension. Et donc, si on garde cette règle telle qu'elle a été définie d'une manière tout à fait logique dans le passé, si on conserve cette règle-là, on risque d'avoir des problèmes, notamment en été, dans un quartier où personne n'est là parce que tout le monde est en vacances à la plage et qu'il y a beaucoup de photovoltaïque, on va avoir la tension qui va s'élever. Et donc, on a un risque de sortie du plan de tension. Et c'est en fait ce que redoute énormément le gestionnaire de réseau. Les solutions, elles existent. Elles existent sur le plan de la conception, d'abord, et elles existent aussi sur le plan de la conduite. C'est-à-dire que ça coûterait pas très cher, même il y a même vous verrez tout à l'heure, il y a des solutions gratuites, tout à fait efficaces pour éviter ce genre de problème. Mais aujourd'hui, c'est à cause de ce genre de ces règles de dimensionnement et de conduite qu'on arrive à avoir des aberrations, par exemple des coûts de raccordement, très concrètement, ce qu'on appelle les PTF, pour les professionnels, ils savent ce que ça veut dire, un devis de RDF qui, des fois, plombe le projet. Tout à l'heure, il y avait un professionnel qui me disait qu'il a plusieurs projets qui, aujourd'hui, sont bloqués, ne peuvent pas se faire parce qu'on a des coûts de raccordement au réseau qui sont trop élevés. Et pourquoi ils sont trop élevés? Parce que ERDF n'a pas changé ses méthodes de calcul et considère qu'on a un risque de sortie du plan de tension et donc pénalise complètement le photovoltaïque. Et à l'inverse, quand on fait la même demande de raccordement, mais pour de la consommation uniquement, comme c'était fait classiquement, on a des facteurs des fois 10 à 15 à 20, c'est 10 à 15 fois ou 20 fois moins cher de raccorder pour la même puissance de transformateurs et de câbles pour la consommation que pour la production. Donc on voit bien là qu'on a une petite aberration et c'est une des sources des difficultés aujourd'hui, de mon point de vue principal, qui conduisent par exemple à parler d'autoconsommation, j'y reviendrai tout à l'heure, qui est
quelque chose d'intéressant, mais dont il faut quand même se méfier, parce que c'est probablement pas la bonne solution. Il y a d'autres discussions à avoir avant ça. Alors, c'est une technologie qui progresse en termes de coûts. Je pense que c'est bien connu. Alors, ce graphe-là, il date de 1999. Donc, EPIA, c'est l'association européenne de l'industrie photovoltaïque qui avait fait ce diagramme-là. Et bien, quand on le regarde, ça fait quand même 99, c'est quand même déjà un peu ancien. Ben, ils ne sont pas trompés. On est bien en 2014. Hein, en gros, on est dans notre fourchette de coûts aujourd'hui. Donc, ce qui est quand même assez étonnant. Et donc la décroissance, elle suit des courbes d'apprentissage industriel assez classiques. Plus il y a des volumes fabriqués, plus ça baisse, à une vitesse qui est assez étonnante. Et en réalité, le photovoltaïque dans toutes les technologies, en dehors même de l'énergie, hein, c'est une des technologies qui a une constante de baisse des coûts qui est la plus élevée qu'on connaisse. On parle souvent de l'électronique, par exemple, ou de l'informatique, qui est pas très loin parce que c'est du silicium. Les baisses de cet ordre-là, on les a connues sur quelques années, mais pas sur une si longue durée. Donc des fondamentaux industriels qui font que cette baisse, on est certain que cette baisse va continuer. Alors évidemment, on n'arrivera jamais à zéro, hein, ça va, voilà. Mais et l'enjeu, ça va être la comparaison avec le coût du kilowattheure produit par ces technologies qui baissent, avec celle qui est délivrée par le réseau. Alors ici, c'est le prix de détail. Et ça, c'est le prix de gros, donc celui que vous payez. Alors, c'est un schéma européen, donc la fourchette est large. La France se situe plutôt en bas. Mais voilà, ça va se rejoindre et à un moment, ce qu'on appelle, nous, dans le jargon, la parité réseau va advenir. Ça veut dire que le kilowattheure photovoltaïque produit sur un bâtiment ou une infrastructure en ville coûtera moins cher que celui qu'on achète au réseau et qui vient de quelques dizaines ou quelques centaines de kilomètres. Et d'ailleurs, le courbe d'apprentissage, alors ce schéma-là, c'est moi qui l'avais fait au moment du débat sur le moratoire photovoltaïque en 2011. Je me suis rendu compte après que je m'étais complètement trompé, c'est-à-dire que ça va plus vite que ce que même les promoteurs du photovoltaïque prévoyaient. Mais en tout cas, une tendance à la baisse qui est constante. À l'inverse, on a dans les énergies, notamment en France électrique, qui est dominante, qui est le nucléaire, donc qui fait 75 à 80% de notre consommation aujourd'hui, on a à l'inverse une courbe d'apprentissage inversée. Le nucléaire est toujours plus cher, les nouvelles générations de centrales sont plus chères que les anciennes, et aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez suivi les débats autour du débat national sur la transition énergétique, mais on commence à avoir des chiffres qui deviennent inquiétants. La Cour des comptes, hein, c'est pas seulement les écologistes qui le disent, mais la Cour des comptes chiffre maintenant à 60 € du mégawattheure les centrales existantes. Quant à la centrale EPR en construction en Angleterre, il faut savoir que EDF a demandé un tarif d'achat, c'est très curieux, mais un tarif d'achat pour le nucléaire à 110 € du mégawattheure. Ceux qui connaissent le tarif d'achat photovoltaïque savent que c'est pas très loin de ce qu'aujourd'hui on est capable de sortir. Donc des courbes entre les technologies, on va dire, qui vont aussi se croiser. Alors le photovoltaïque n'est pas encore compétitif en France. Pour des tas de raisons qui ne sont pas que industrielles. Il l'est déjà, par contre, dans un certain nombre de pays, des pays à fort ensoleillement et à prix de l'électricité élevé. C'est par exemple le cas de l'Italie, de la Californie, du Japon, du sud de l'Europe en général. Voilà. Donc on a un fondamental qui est très, très clair de baisse. Alors, un marché mondial qui est en forte hausse et qui est très pourvoyeur d'emplois. Alors, ce schéma-là date de 2008. Hein, c'est un scénario, donc EPIA Greenpeace 2008. Vous voyez, les prévisions à 2020, c'était 56 gigawatts. On est déjà, on a déjà dépassé ça, donc ça va plus vite que prévu. Et alors, même en admettant ce scénario, on va dire, qui est relativement modéré, on voit que les emplois se comptent en millions. Hein, c'est une dizaine de millions d'emplois et qui pourraient créer, alors à l'échelle mondiale, il ne s'agit pas que de la France, à l'horizon 2030, sur des chiffres de tendance qui sont plutôt, on va dire, modérés par rapport à ce qu'on constate en général. Et avec évidemment derrière des chiffres d'affaires pour les entreprises qui sont tout à fait importants. Et d'ailleurs, ces prévisions sont régulièrement dépassées et même parfois avec 10 ans d'avance. Aujourd'hui, on en est donc à 138 gigawatts installés fin 2013, dans le monde, hein, j'entends bien, avec une répartition qui est encore aujourd'hui dominée par l'Europe, avec un grand champion évidemment qui est l'Allemagne, mais on voit apparaître maintenant les autres régions du monde, et notamment, là, par exemple l'année dernière, c'est la Chine qui a non pas seulement produit, parce qu'on reproche aux Chinois de produire des photopilles et de nous les vendre, aujourd'hui, en 2 ans, ça a changé, maintenant les Chinois installent chez eux, ils ont installé 13 gigawatts en Chine,
l'Allemagne, aux plus grandes heures, a installé 7 gigawatts. Je crois peut-être monter à 9 gigawatts, mais en tout cas, ce que les Chinois ont installé l'année dernière, c'est le record du monde d'installation dans un seul pays en une seule année. Et il n'y a aucune raison qu'ils s'arrêtent, parce qu'ils produisent eux-mêmes le photopile, en plus à des coûts très bas. Donc un développement qui est mondial. Alors il y a une géopolitique qui change. L'Europe qui a lancé les affaires, on va dire, à travers notamment les politiques publiques allemandes et en partie françaises, espagnoles et italiennes, aujourd'hui devient une petite région dans la course mondiale. Mais cette technologie donc prend de l'ampleur plus vite qu'on ne pensait. Côté Europe, alors là on a des effets un peu d'accordéon, hein. Il y a eu un peu ce pic de 22 gigawatts installés, c'était en 2011, et puis une baisse assez sévère à laquelle la France a très largement participé, mais ça n'a pas été le seul. Il y a aussi l'Italie ou l'Espagne et l'Allemagne aussi en partie. Et donc ça, ce schéma, c'est la prévision qui a été faite donc par EPIA pour les années à venir. C'est le marché annuel, hein. On devrait retrouver un marché qui correspondrait à peu près à ce qu'on a connu dans les années 2010, enfin en tout cas avant 2011, d'une dizaine entre 10 et 15 gigawatts, voire un peu plus par an de marché annuel en Europe, dont la France pourrait prendre une part importante si les politiques cohérentes se mettent en place. Et il faut savoir aussi qu'en termes de puissance installée, ça c'était l'année dernière, le photovoltaïque en Europe a été la deuxième derrière l'éolien. Hein, le photovoltaïque est là, et puis toutes les autres renouvelables sont là. Et là, c'est les énergies fossiles qui ont tendance plutôt à fermer. Charbon, gaz ou pétrole ont tendance à fermer. Donc une évolution structurelle du parc de production d'électricité en Europe qui va vers les renouvelables et notamment le photovoltaïque qui prend une part de plus en plus importante. Et donc, on va dire les difficultés côté Europe sont très largement compensées au niveau mondial, par la dynamique mondiale qui est figurée ici, donc avec la prévision à 2018 de 155 gigawatts, enfin entre 120 et 150 gigawatts, donc 120 000 à 150 000 mégawatts installés au total sur la Terre en 2018, ce qui est quand même très proche. Alors, en France, quel est l'avenir du photovoltaïque en France? Parce que c'est ça, quand je pense, qui vous intéresse le plus directement. J'ai pas d'annonce particulièrement certaine à vous faire. Ce que je peux vous dire par contre, c'est que dans le cadre du débat national sur la transition énergétique, il y a eu un certain nombre de travaux et de scénarios notamment qui ont été mis sur la table et qui, donc les trois principaux, enfin c'est des familles de scénarios, mais on va dire celui de l'ADEME est important d'abord parce que c'est un scénario, on va dire, officiel. L'ADEME est une agence de l'État. Et donc, les travaux qui ont été faits par l'ADEME, à la fois sur la consommation, donc réduction des consommations, efficacité économique, etc., et sur la production, dont le PV, donnent un chiffre qui est de 33 gigawatts installés en 2030, en partant de 4,3 gigawatts installés fin 2013, ce qui était le chiffre. On voit qu'il faudrait installer 1,7 gigawatts par an. Aujourd'hui, en France, il doit s'en installer 600 mégawatts, ou quelque chose comme ça. On a dû atteindre ces chiffres-là, peut-être les dépasser en 2011, donc on sait faire. Hein, les professionnels français savent faire. Simplement, aujourd'hui, on n'a pas les conditions pour y arriver. Mais il faut savoir, alors le scénario négawatt, qui est un peu plus ambitieux, monte à 2,4 par an. Et le scénario ANCRE, alors qui est un scénario qui a été fait par les centres de recherche publics sur l'énergie, comme le CEA, le CNRS et d'autres, chiffrent dans le même ordre de grandeur 1,9 gigawatts par an. Donc on voit que les travaux qui viennent soit de secteurs associatifs un peu contestataires, on va dire, du système énergétique actuel, soit d'organismes d'État, soit de centres de recherche, arrivent tous à des chiffres qui sont au-delà de 1,5 gigawatt par an. Et donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, alors ça tombe bien que cette conférence est aujourd'hui, parce qu'on a eu le projet de loi sur la transition énergétique, on en a pu en disposer depuis hier. On a regardé ce qu'il y avait dedans, et en fait, c'est pas explicite, mais ce qui ressort assez clairement, c'est qu'il est très proche du scénario ADEME. Donc je suis pas en train de vous dire que le projet de loi va mettre en place les moyens d'arriver à 1,7 gigawatts par an d'installation photovoltaïque, mais je vous dis que ce serait un peu cohérent que les politiques d'un côté nous donnent des scénarios à 2030 voire 2050
qu'ils mettent en place les politiques nécessaires pour les atteindre. Et l'objectif qui devrait maintenant être sur la table, c'est celui de comment on fait pour avoir un mécanisme de soutien qui permette d'atteindre ces chiffres-là. Alors si on prolonge à 2050, on est à peu près aussi dans les mêmes ordres de grandeur. Celui-là, j'ai pas chiffré parce que curieusement, il prévoit une réduction de la puissance installée photovoltaïque entre 2030 et 2050, comme si on arrêtait d'un coup le photovoltaïque. Bon, mais c'est aussi parce que le nucléaire, dans ces scénarios-là, conserve une place importante, plus importante que dans les autres. Pour rappel, l'Allemagne en 2013, c'était 35 gigawatts installés fin 2013, et elle prévoit en 2020 d'en installer 54. Donc avec un régime à peu près de 3 gigawatts par an, qui est grosso modo le régime de croisière en Allemagne, tout confondu, hein, sur le bâti, au sol et autres. Donc on voit qu'on est dans des logiques de vitesse de croisière qui seraient tout à fait acceptables d'un point de vue industriel et économique. La question, c'est à quel tarif on va le faire ou pas. Aujourd'hui, on est sur un paradoxe. On a, vous le savez, des systèmes de tarifs d'achat jusqu'à 100 kW, et au-delà, ce sont des appels d'offres, alors dit simplifié, entre 100 et 250, et complet, on va dire, au-delà de 250. Et aujourd'hui, enfin, les derniers appels d'offres montrent que quand on est entre 100 et 250 kW, les réponses, donc c'est des réponses spontanées des proposants, la moyenne se situe autour de 16 centimes d'euros du kilowattheure. Donc que les pétitionnaires demandent pour pouvoir équilibrer leurs investissements sur une durée de contrat d'achat de 20 ans. Et curieusement, les tarifs actuels en dessous de 36 kW et même en dessous de 100 kW sont notablement inférieurs à ces tarifs enfin ça c'est ceux qui sont réglementés, ça ils sont décidés par l'État. Ceux-là, ce sont les opérateurs qui disent on a besoin de ça. On voit qu'il y a un problème entre les deux et c'est de ça qu'il faudrait discuter rapidement parce ça veut dire qu'il faudrait relever ces niveaux de tarifs à peu près à ces niveaux-là ou peut-être un peu au-dessus parce qu'il y a des effets de seuil évidemment. Plus l'installation est grande, plus le tarif d'achat est nécessaire et bas puisqu'on a des frais fixes qui sont relativement importants. Et donc il y a une erreur quelque part dans le système français aujourd'hui qui fait que la profession et la filière est en décroissance, on continue à licencier dans le secteur, c'est quand même assez anormal alors qu'on nous annonce par ailleurs des objectifs ambitieux de l'autre côté. Et donc si je dis ça, c'est parce que c'est à cause de cette situation-là qu'aujourd'hui les professionnels qui ont des chiffres d'affaires qui descendent, eh ben, se raccrochent à ce qu'ils peuvent. Et notamment tout le débat autour de l'autoconsommation, qui est un sujet tout à fait intéressant par ailleurs. Hein, genre je pratique, je crois que c'est... Voilà. Ça, c'est chez moi, d'accord, à Amplepuis, là, dans le département du Rhône. Ça fait 32 ans que je suis 100% autoconsommateur et 100% autoproducteur parce que je suis en site isolé. Je ne suis pas raccordé à EDF et donc j'ai une maison, je remplis mes batteries. Je peux vous en parler des avantages et inconvénients de l'autoconsommation. Il y en a un qui est... Enfin, l'été, ça veut dire que à 9h du matin, j'ai des surplus dont je ne sais pas quoi faire. Et l'hiver, de temps en temps, il faut que je démarre mon groupe électrogène pour assurer le minimum vital dans la maison. Et de ce point de vue-là, je peux vous dire que s'il y a quelque chose qui est vraiment intelligent, c'est le réseau. Pourquoi? Parce que dans mon cas, le réseau, c'est la batterie parfaite. Je le remplis tant que je veux, tant qu'il y a du soleil, je le remplis. Si je consomme pas, c'est mon voisin. Si c'est pas mon voisin, c'est le voisin de mon voisin, etc. Une mutualisation. À l'inverse, en hiver, quand j'ai besoin, je tire dessus. Là, c'est une batterie infinie. Elle est infinie en remplissage, infinie en sous-tirage. Je parle très égoïstement en tant que consommateur et producteur. Et puis en plus, j'ai pas besoin de changer les batteries tous les 10 ans. C'est du plomb, c'est de l'acide, c'est un peu polluant, etc. Il y a un contenu énergétique qui est pas terrible. Et donc le réseau, de ce point de vue-là, c'est vraiment un bien commun, c'est un outil de performance indispensable. Alors, quand on parle d'autoconsommation aujourd'hui, et je pense que Vincent parlera plus en détail, on ne parle pas de déconnexion du réseau. Mais se dire que on va finalement, puisque le réseau ne veut pas de nous, parce que c'est un peu ça le fond du problème, c'est que EDF et notamment ERDF sont gestionnaires de réseau. Grosso modo, quand on discute dans les groupes de travail d'autoconsommation auxquels j'ai participé, c'est nous, le photovoltaïque qu'on aime bien, c'est celui qu'on voit pas. Alors soit c'est celui qui n'existe pas, donc ça va bien, soit s'il y en a, c'est celui qui nous envoie pas de courant sur le réseau. Comme si le réseau n'était fait que pour aller vers la consommation. Or, avec les évolutions technologiques, aujourd'hui, le réseau, il se doit d'être aussi un outil de collecte de la production pour alimenter d'autres. Donc c'est pas une inversion, c'est juste
une remise dans le bon sens, on va dire. C'est que le réseau électricité, d'ailleurs, fonctionne dans les deux sens. Simplement, il faut que les règles évoluent. En plus de ça, le réseau, il n'appartient pas à URDF, il appartient aux communes. Il a été financé par nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Enfin, c'est un bien commun, comme on dit, qui appartient à la collectivité et dont c'est pas à une entreprise ou à une filiale d'une entreprise, fût-elle à capitaux publics, tout en étant par ailleurs une entreprise de droit privé. Hein. EDF est une SA qui appartient à l'État. C'est pas à elle de décider ce qu'on doit faire du réseau. C'est bien les collectivités locales, hein, alors c'est les communes ou qui délèguent aux intercommunalités ou aux métropoles, et notamment dans la loi de métropolisation, d'ailleurs, la gestion des réseaux, alors électricité et gaz, est bien inscrite dans ces lois-là. Et donc la discussion aujourd'hui, pour nous, doit d'abord passer sur ces aspects-là. On veut bien parler d'autoconsommation, il y a des choses à en dire, et je vais en dire quelques-unes, mais la priorité aujourd'hui, c'est de définir les moyens qu'on va se donner collectivement, hein, le pays France et ses habitants, pour atteindre les objectifs qui sont inscrits dans la loi. Alors maintenant, je vais essayer d'aller rapidement, j'ai aucune idée de l'heure. Encore une, d'accord. Alors, l'autoconsommation, ça, c'est des graphes qu'on a produits dans le groupe de travail. Il y a eu un groupe de travail national qui s'est mis en place au mois de janvier, qui devrait rendre un rapport dans les semaines qui viennent. Il commence à être en discussion. La FFB y a participé, on a participé avec d'autres. On a essayé de contribuer d'abord en essayant d'éclaircir un peu les discussions. D'abord, une évidence, dans le résidentiel, la production photovoltaïque, elle est déphasée. C'est-à-dire qu'on produit quand on n'est pas là. Hein, on produit la journée, et généralement la journée, on est au travail, à l'école. En tout cas, les logements sont peu occupés. Ce qui fait que, concrètement, si on met juste un toit photovoltaïque sur une maison et qu'on regarde ce qui se passe, en gros, 3 kW sur une maison qui va équilibrer en énergie sur l'année la consommation, eh bien, spontanément, la part de consommation autoproduite, c'est 20 à 30%, pas plus. Bah, c'est le frigo, le congélateur qui tourne, ça va être l'aquarium s'il y en a un, etc. Et puis le week-end, on est quand même là un peu plus, etc. Mais quand on regarde la courbe de consommation, ici, on voit bien qu'il y a un décalage complet, avec le pic de 19 heures. Donc, si on veut augmenter cette part d'autoconsommation, eh ben, il y a deux solutions, et ni l'une ni l'autre ne sont intéressantes en réalité d'un point de vue de système énergétique. C'est soit on augmente notre consommation, mais c'est un peu idiot si on n'est pas là, mais il y en a qui y pensent, hein. Soit on diminue la production, c'est-à-dire qu'on va faire des installations plus petites. Or, la problématique du photovoltaïque, aujourd'hui, c'est pas le réseau. Le réseau, il peut encaisser beaucoup de gigawatts, notamment en ville. Alors c'est un peu différent à la campagne, un bâtiment agricole très loin d'un transfo, ça peut être un peu problématique, mais c'est loin d'être la majorité des cas. Par contre, ce qui manque en ville, c'est la surface au soleil. Si on fait un ratio entre les besoins en énergie d'une ville et la capacité qu'on a de mettre sur les bâtiments, mais si on équipait beaucoup les bâtiments et les parkings, on a vite des problèmes. Si on veut respecter l'esthétique, si on veut respecter les autres usages des toitures, etc., etc. Donc, ce qui est rare, en fait, c'est la surface au soleil. Et donc, de dire, on va de nous-mêmes diminuer, on a une toiture qui va faire 100 mètres carrés, et on va mettre que 10 mètres carrés pour pouvoir autoconsommer, c'est absurde. Nous, on appelle ça tuer le gisement de place au soleil disponible, qui est un des éléments importants du développement du photovoltaïque, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc ça, c'est si on fait rien. Alors, on a été un peu plus loin que ce schéma général. On a regardé, nous, sur des cas concrets, des cas réels. Hein. On a de mesures. Voilà, cas d'école résidentielle. Donc, vous voyez, là, c'est la consommation en violet et la production en bleu. Donc, on voit bien que c'est très décalé. Alors, comment... Et en vert, vous voyez, ici, c'est ce qui est autoconsommé réellement. C'est-à-dire que dans un cas comme celui-là, on a un taux d'autoconsommation annuel de 13%. Taux de production de 11%, bien qu'on couvre 84% de notre consommation sur l'année. Et on a des pointes de 8 kW en mai. Au mois de mars, hein, c'est ça. Et là, c'est au mois d'août, où là, on produit énormément plus que ce qu'on est capable de consommer. Et donc là, l'autoconsommation, si on dit on veut augmenter l'autoconsommation, on va faire des toutes petites installations qui vont coûter plus cher, hein, évidemment, et puis qui vont gaspiller de la surface disponible. C'est pas tout à fait la même chose quand on parle de tertiaire. D'abord, dans les bureaux, on y est plus dans la journée, hein, ou dans les écoles, enfin dans tout ce qui est le tertiaire ou les centres commerciaux. Et puis, il y a un cas très particulier qui est celui qu'on a étudié nous de près, de stockage de froid, une plateforme logistique avec stockage de froid. Là, à l'inverse,
on a une très bonne adéquation entre la production et la consommation. Et là, on peut parler d'autoconsommation. On a intérêt, dans ces cas-là, à équiper toutes les toitures de ces entrepôts-là. Manque de chance, on a travaillé, nous, sur un cas qui est à Rennes, un entrepôt de logistique d'alimentation biologique qui s'appelle Biocop, qui est en projet. Et on a des difficultés parce que le coût de raccordement au réseau, on est dans l'ordre de grandeur de 100 kW, et les règles, encore une fois, de calcul de RDF font que, même dans un cas comme ça aujourd'hui, on a d'énormes difficultés à pouvoir passer, parce qu'on a des surcoûts, on va dire, qui sont pas cohérents, enfin, qui sont indus, à cause des règles de RDF, encore une fois, mais c'est un cas qui peut être intéressant. Un autre cas qui concerne plus l'avenir, c'est quand on va faire les bâtiments énergie positive de demain. On nous dit la RT 2012 aujourd'hui, et puis en 2020, BPOS. C'est quoi un BPOS? Ça commence par être un bâtiment qui consomme très peu, alors qui est BBC, voire passif. En tout cas, on ne va pas se remettre à faire des passoires thermiques pour consommer beaucoup et pouvoir faire de l'autoconsommation. Ce serait absurde. Donc on est bien sur des bâtiments à très basse consommation. Du coup, on va augmenter le problème. Si on est sur le logique d'autoconsommation, plus le bâtiment va être économe, moins on va mettre de photovoltaïque dessus. Et donc on a étudié un bâtiment tertiaire qui est déjà existant, donc c'est l'intérêt, mais qui est celui de l'INED à Valence, à côté de la gare TGV, l'INED avec 2 E. Et on s'est rendu compte qu'il pouvait, sa forme, il n'a pas été fait pour ça, mais il pourrait accepter 40 kW de photovoltaïque. Il en a que quelques-uns, 3 ou 4 kW, mais c'est pas le problème. Mais si on fait de l'autoconsommation, on va réduire le photovoltaïque à 3 kW. Vous voyez, un facteur 10 quasiment entre ce qu'on peut installer en toiture et ce que le bâtiment est capable de consommer tout en étant un bâtiment de bureau, tellement il est bien conçu, tellement il a des systèmes de ventilation, d'éclairage, etc. Toute la bureautique a été conçue pour consommer très peu. Donc il y a une contradiction entre faire des économies d'énergie, ce qui est tout à fait souhaitable, et faire de la production photovoltaïque si on se contente encore une fois de l'autoconsommation. Donc voilà, c'est pour dire que l'autoconsommation n'est pas mauvaise en soi, n'est pas une mauvaise idée. Simplement, il faut faire attention à ne pas en faire une règle. En tout cas, si c'est ça qui remplace les tarifs d'achat, si c'est ça qui remplace les mécanismes de soutien qui nous permettront de développer à grande échelle le photovoltaïque, là, il y a vraiment un problème. Et c'est un peu ce qui est ressorti des discussions du débat. Je pense que Vincent parlera mieux que moi sur le plan pratique et opérationnel. Donc je vais pas m'étendre plus que ça sur le sujet. Ça, c'est les conclusions. Voilà un exemple très concret de comment on peut résoudre ces contradictions-là. Ça, c'est ce qu'on appelle une monotone de production. C'est-à-dire qu'on met les heures à pleine puissance, on les met là, et puis sur 8760 heures qui sont l'année complète, on range en fonction de la puissance, la fréquence des puissances atteintes par heure. Donc évidemment, là c'est la nuit, donc il y a 0, c'est normal. On se rend compte que là, ce qu'on appelle la puissance crête, la puissance maximum théorique atteinte par un système photovoltaïque en plein éclairement, elle est atteinte très très peu de temps par an. En fait, pratiquement jamais. Et par contre, si on diminue cette puissance crête, on les crête à 70%, c'est-à-dire qu'on a une installation de 100 kW, mettons, on va limiter l'injection dans le réseau à 70 kW, on perd 1% de la production annuelle. C'est rien du tout. Et si on limite cette injection à 50% de la puissance maximum, donc au lieu de faire, on a 100 kW crête de panneau, en gros on a des onduleurs limités à 50 kW de puissance injectable, on perd 10% de la production annuelle. Par contre, on peut connecter 2 fois plus. On peut connecter 200 kW au lieu de 100. Et ça, aujourd'hui, ERDF nous dit que c'est impossible parce que la réglementation lui dit qu'il faut qu'il prenne le moins de kilowattheure, il doit être pris sur le réseau, etc. Nous, on demande de pouvoir contractualiser ce type de pratique. C'est courant en Allemagne. Ça commence à se faire un petit peu dans les îles, en France, parce qu'il y a des problèmes quand même à résoudre. Mais en tout cas, voilà typiquement des solutions à coût zéro qui embêtent personne et qui permettent d'augmenter considérablement la puissance installable et du coup les coûts de raccordement aussi. Parce qu'avec le même raccordement, on va avoir le double de puissance et donc on va avoir, pas tout à fait le double puisqu'il y a les pertes, mais c'est à peu près 80% d'énergie produite en plus sur le même site. Donc voilà le type de proposition qu'on a faite. Je vais finir juste sur ce sujet-là avec l'Allemagne, parce que l'Allemagne a expérimenté l'autoconsommation avant nous. Simplement, il y a une grande différence entre l'Allemagne et la France, c'est le prix du kilowattheure électrique. Le particulier en Allemagne, nous on paye le kilowattheure, enfin si vous êtes chez EDF, vous le payez grosso modo 14 centimes d'euros le kilowattheure. En Allemagne, les Allemands le payent le double. 30 centimes d'euros le kilowattheure, toute taxe comprise. Il s'agit bien
la totalité. Et donc, par ailleurs, le photovoltaïque étant un marché 10 fois plus important qu'en France à peu près, le coût du kilowattheure, enfin le coût du kilowatt installé et donc du kilowattheure produit, malgré l'ensoleillement qui est moindre, est de cet ordre de grandeur. En tout cas, c'est le tarif d'achat en Allemagne. Vous voyez, pour 0 à 10 kW, on est autour de 14. C'est-à-dire qu'on a à peu près le même tarif d'achat en France qu'en Allemagne, sauf qu'en Allemagne, il marche ce tarif d'achat. Parce que le matériel coûte moins cher, parce que les professionnels sont beaucoup plus productifs, parce qu'ils ont des plus gros marchés, etc. Et donc, ils fonctionnent bien. Et c'est bien cette différence entre les deux qui permet de dire que l'autoconsommation a un sens. Parce qu'on est capable de produire à 14 centimes du kilowattheure, plutôt que d'acheter à 30 centimes, on va essayer de consommer sa propre production, c'est tout à fait logique. Donc l'Allemagne a mis en place un système à partir de 2009 pour favoriser l'autoconsommation. Sauf qu'ils sont aperçus que ça n'a pas marché, donc ils ont réformé 2 fois, il y a une 3e réforme qui vient d'être faite, et notamment les conclusions qu'ils ont... Alors ça c'est un slide que j'ai pris à l'Office franco-allemand des énergies renouvelables. Donc l'autoconsommation, ça permet de réduire les pics de production sur le réseau, notamment dans les zones rurales à forte densité de photovoltaïque. Par contre, la puissance de raccordement n'est pas réduite, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun effet sur le réseau. Il faut que le réseau il soit dimensionné pareil, donc ça ne va pas faire descendre le coût de la PTF, l'autoconsommation, a priori. L'optimisation de comportement de l'autoconsommateur peut entrer en conflit avec l'optimisation globale du système. Ça veut dire que l'intérêt de celui qui produit pour autoconsommer, il peut être différent, il peut être contradictoire avec celui du réseau, des voisins, etc. Donc on peut avoir des systèmes qui sont difficiles à gérer sur le plan opérationnel, de savoir ce qui se passe sur un réseau. Ça devient très compliqué pour les gestionnaires de réseau et ils ont eu beaucoup de réticences autour de ça. Au début, il y avait une prime, ils s'étaient favorisés par le tarif d'achat, les règles étaient très simples, etc. Et ça s'est durci au fur et à mesure. Et dans certaines zones, ça peut vraiment créer y compris des conflits. Alors, on pense aussi au stockage derrière ça. Si on ne peut pas injecter, on va stocker. Le stockage, c'est très cher. Ça double le prix de l'installation photovoltaïque chez le particulier pour quelque chose qui ne sert pas à grand-chose parce qu'encore une fois, le réseau lui-même, d'une certaine manière, est un instrument de stockage que je vous ai expliqué avec ma batterie. Eh bien, moi, je préfère stocker en donnant l'électricité à mon voisin qui en a besoin à ce moment-là que de mettre ça dans des batteries dont l'utilisation va être très très faible. Ça peut amplifier les phénomènes de conflit. Et donc, en mai 2013, ils ont adopté un programme de subvention pour le stockage en Allemagne. C'est pas vieux, 2013, mais qu'ils ont arrêté. Parce qu'il y a une subvention de 30% donc, qui augmente. Et là, c'est des impôts. On nous dit le tarif d'achat, c'est trop cher, la CSPE, etc. Avec le stockage, on en rajoute une couche. On fait quelque chose qui est encore plus cher. Donc, c'est une aberration. Et c'est pas pour produire plus d'électricité. Encore une fois, l'argent des consommateurs pour faire l'électricité renouvelable, oui, mais là, stocker dans une batterie ressortie, c'est pas l'électricité en plus. Et donc, en réalité, la conclusion en Allemagne, c'est qu'il vaut mieux envisager le renforcement du réseau quand il y a besoin, sachant qu'il y a beaucoup de photovoltaïque en Allemagne, 10 fois plus qu'en France, donc ça se justifie dans certains endroits, y compris sur le plan économique. Et puis, il y a ce qu'on appelle DSM, c'est la gestion de la demande, c'est-à-dire pouvoir effacer des consommations, pouvoir jouer, en tout cas, que le réseau puisse avoir des moyens de piloter, soit la production en écrêtant, soit la consommation en effaçant, pour pouvoir équilibrer cette fameuse tension qui est le sujet principal de la qualité de l'onde. Et donc, finalement, la conclusion, c'est que dans ces systèmes-là, les autoconsommateurs prélèvent de l'argent à l'ensemble du système. L'autoconsommateur redistribue certains coûts vers les non-autoconsommateurs. Donc, c'est ceux qui ne sont pas autoconsommateurs qui vont payer pour les autoconsommateurs. Concrètement, c'est ce qui s'est passé. Et donc, ça induit une hausse du prix de l'électricité. Donc, en Allemagne, ça a rediscuté encore une 3e fois. Donc, il y a eu 2009, il y a eu 2013, et puis maintenant ils ont décidé finalement que c'était tellement compliqué, ça posait tellement de problèmes que la conclusion, elle est là. C'est-à-dire qu'ils vont en fait être taxés. L'autoconsommation va être taxée pour pouvoir financer le réseau. Alors qu'au début, c'était comme je ne sers pas du réseau, et c'est ce qui se dit en France aujourd'hui. Je vous dis ça parce que c'est exactement les discussions qu'on a aujourd'hui en France. J'autoconsomme, donc j'envoie pas sur le réseau, sauf que je suis quand même connecté, j'ai quand même ma puissance garantie, et donc finalement, je génère un coût pour le réseau, et ça, il faut bien que quelqu'un le paye à un moment. Donc si c'est pas moi, c'est les autres. En Allemagne, ils ont décidé, ce sont les autoconsommateurs qui vont payer. Alors ça veut pas dire qu'il va pas s'en faire, ça veut pas dire que c'est une interdiction ou quoi, ça veut dire simplement qu'il faut faire attention quand on raisonne sur ces choses-là, de pas être dans une logique de l'offre où
je vais vendre à mon client absolument le système qui va être autoconsommé. En plus, il y a plein de... Sur le marché aujourd'hui, on voit apparaître plein d'offres, alors soit de régulateurs, d'onduleurs, de stockage, etc., qui sont alléchants, on va dire, mais qui vont poser des problèmes. S'ils ne le posent pas tout de suite, ces problèmes-là, de toute façon, dans quelques années, on va y arriver, parce que tant qu'on a à quelques dizaines de mégawatts par an, c'est pas trop un problème. Si on commence à atteindre des puissances importantes, c'est le réseau qui va réagir et qui va pas pouvoir accepter ça. Et encore une fois, le réseau, c'est pas l'autoconsommation qu'il faut lui faire avaler, c'est le fait qu'il faut pouvoir injecter de fortes puissances et de fortes productions de photovoltaïque sur l'ensemble de l'année. Voilà.